Vous Patrick m'entendez? Gélard, on va vous écouter. Alors, sur votre Alors, communication, vous et- allez nous faire rêver sur des perspectives extraordinaires d'ordinateurs quantiques. Moi, en fait, je suis expert dans les réseaux de communication, ce que l'on appelle couche haute. Et cela va faire maintenant quand même 2 ans que je me suis intéressé aux communications quantiques pour participer à cette aventure qui est en train de se construire. Et les communications sont quand même, l'application de la physique quantique aux communications vont être parmi les applications qui vont certainement arriver au plus tôt. On parle de démonstration pour 2025, voire un service opérationnel pour 2027-2028, et je vais vous en parler au travers des usages. Bon, j'espère pouvoir le présenter le plus simplement possible et je vais au moins présenter le retour d'expérience que j'ai pu acquérir au travers de ces 2 ans et au travers d'études de R&T principalement que j'ai pu mener. Alors, on parle de seconde révolution, mais avant la seconde révolution, nous avons eu là toute la présentation qui a été faite, c'est basé quand même au niveau physique sur de la physique quantique. Et nous avons eu une première révolution. La première révolution, c'est le fait que la physique quantique la physique classique savait bien expliquer la manière par des modèles corpusculaires et le rayonnement par des modèles ondulatoires. Mais dès qu'on a su quand même sonder la structure atomique et subatomique, on a fait émerger des phénomènes de physique qui ne s'expliquaient pas avec les modèles de la physique classique. Et donc, en particulier, le fait que la matière a un comportement aussi ondulatoire. Et c'est surtout ces phénomènes-là de comportement ondulatoire, cette manipulation d'un ensemble de flux de particules qui a permis à générer des technologies, qui a permis de générer notre électronique, les lasers, l'informatique, et ce qui a donné naissance à l'ère de l'information et de sa numérisation. Par contre, maintenant, il est en train de se passer un phénomène où, depuis que on sait manipuler les particules de manière totalement individuelle. On sait les transformer, les transporter, les stocker et s'en servir pour faire du calcul. Et donc, on sait exploiter en fait ces propriétés très particulières que l'on ne retrouve pas dans le monde de la physique classique. Et c'est l'exploitation de ces propriétés-là que je mentionne, et je vais en présenter les principales qui sont utilisées pour les communications quantiques. C'est l'exploitation de ces propriétés qui vont permettre donc de créer une nouvelle théorie, la théorie de l'information quantique. Donc les usages que cela apporte, c'est les usages de la création de nouvelles technologies, dont les calculateurs quantiques qui offrent une puissance de calcul sur des problèmes bien spécifiques, permettant dans des temps de traitement qui ne sont pas exponentiels par rapport au traitement classique. Cela va aussi générer tout un domaine de technologie liée aux senseurs, parce que l'information quantique, elle est très sensible. Dès qu'elle interagit avec l'environnement, elle se détruit. Et cette sensibilité va permettre d'acquérir un niveau de précision bien supérieur à ce qu'on sait faire avec les capteurs classiques. Et par contre, le domaine qui nous intéresse, c'est les communications quantiques. Et le vecteur des communications quantiques, c'est le photon. Et donc, c'est de ça dont je vais vous parler. Et pour ça, donc, je vais vous présenter en fait les principales briques de l'information quantique qui vont être utilisées et les différences qu'il y a avec l'information classique qui vont être utilisées pour réaliser ce nouveau mode de communication.
Donc, l'information classique, elle est représentée sous forme binaire, sous forme de 0 et de 1. Une porte peut être ouverte, 0, et ou une porte peut être fermée, 1. Mais une porte ne peut être couverte ou fermée. Dans le monde quantique, c'est un peu différent. L'information, eh bien, en fait, une porte peut être à la fois ouverte et fermée. La balle peut être à la fois dans un état qu'on dit de superposition, dans la boîte ou en dehors de la boîte. C'est un peu l'exemple aussi qui est donné, le chat de Schrödinger, qui est à la fois mort ou vivant. C'est-à-dire que l'information quantique est représentée dans une sphère et donc par un vecteur, et le point de la sphère représente cette information, cette superposition. Et le traitement de l'information quantique qui permet, en comparaison de l'information classique, de passer de 0 à 1, mais là, on va faire tourner le vecteur dans la sphère pour changer les coefficients de superposition. Donc, en fait, le traitement est déterministe. Par contre, la mesure, elle est totalement probabiliste, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas une superposition d'états. On ne mesure pas un chat à la fois mort ou vivant. Quand on va faire la mesure, on va mesurer un chat soit mort, soit vivant. Donc, en fait, la superposition d'états, ce qui est important de voir, c'est que les coefficients de la superposition d'états, ce sont ce qu'on appelle des amplitudes de probabilité et non pas des probabilités. Et c'est cette amplitude de probabilité élevée au carré qui va permettre de prédire que lorsque je vais faire une mesure, la probabilité du résultat que je vais mesurer, la probabilité de mesurer soit un 0, soit un 1. Ça aurait été totalement différent si ça avait été une probabilité. Par contre, mon état superposé, si il interagit avec l'environnement, il ne va plus être dans un état superposé et par contre, il va se retrouver dans un état effectivement de superposition de probabilité. C'est-à-dire que si le coefficient est une probabilité, il va se retrouver dans un état de mélange statistique. Donc la probabilité que je suis dans un état 0 ou la probabilité que je suis dans un état 1. Donc c'est là toute la grande différence entre un état, une superposition qui est un état cohérent, qui n'est pas un mélange statistique. Après, l'information, elle est physique. Tout comme l'information classique, elle est physique, l'information quantique, elle est physique. Et donc, le support d'information quantique, et à ce qui nous intéresse, c'est le photon, c'est les degrés de liberté qu'on va utiliser pour encoder l'information quantique. Et donc, les degrés de liberté du photon, c'est par exemple sa polarisation. C'est un degré de liberté interne, mais il n'y a pas que la polarisation, il n'y a pas que les degrés de liberté interne qui peuvent être utilisés. Il y a aussi, et ça c'est assez magique, les degrés de liberté externe, que sont le temps. La particule a parcouru le chemin à un temps court ou a parcouru le chemin à un temps long, et c'est une superposition de chemins à un temps court ou un temps long. Ou alors la particule a parcouru un chemin gauche, a parcouru un chemin droit, et c'est une superposition d'un chemin droit ou un chemin gauche. Donc, l'image humoristique où je suis la superposition de mon épouse ou de ma belle-mère. Donc, on peut superposer aussi des propriétés qui sont non pas intrinsèques à la particule. Donc, la superposition d'états, c'est quelque chose d'important, mais pour ce qui est de l'Internet quantique, la ressource fondamentale, c'est l'intrication. Alors, il ne faut pas s'affoler sur le schéma, je vais essayer de l'expliquer dans des mots simples ce que c'est. En fait, le monde de la physique quantique arrive à mettre en configuration, lorsque des particules interagissent, le système dans sa totalité n'est pas égal à la somme de ses parties. Et donc, si le système dans sa totalité n'est pas égal à la somme de ses parties, c'est qu'il est dans un état d'enchevêtrement, c'est qu'il est dans un état d'intrication. Prenons l'exemple où Alice et Bob ont deux particules, par exemple deux électrons. Le speed d'un électron, c'est une orientation, il peut être dans une orientation up ou une orientation down. Ce n'est pas la même chose d'avoir la particule qui est à la fois up pour la particule A et down, c'est-à-dire si la particule est up, alors la particule B sera down, en superposition avec, si la particule A est down,
alors la particule B sera up. Et ça constitue l'état enchevêtré. Et c'est totalement différent de l'état où, en fait, la particule A peut être dans l'état up et down, indépendamment de la particule B, peut être dans l'état up et down. La différence vient que si je fais une mesure d'un système intriqué, si Alice va mesurer le système intriqué, si il mesure A, il saura avec certitude que si B fait une mesure, eh bien, si Bob fait une mesure, il mesurera la particule dans l'état down. Par contre, s'il est dans un état, alors c'est un produit, mais qui est la somme de ses parties, si on fait l'analogie, si Alice mesure la particule A de son côté et qu'il trouve qu'elle est down, par contre, il n'aura aucune information, parce qu'il n'y a aucun enchevêtrement, aucune intrication, aucune corrélation avec la particule que détient Bob, indépendamment de la distance, et donc il n'aura aucune information, aucune connaissance. Si Bob fait une mesure, il ne saura pas quel sera le résultat de sa mesure. Et donc les États sont majoritairement intriqués. Enfin, les États sont majoritairement non séparables. Et donc cette non-séparabilité va être utilisée notamment pour le calcul quantique. Une des propriétés de cette non-séparabilité, typiquement dans là, tu as deux particules intriquées, on représente leur état donc, par un vecteur dans la sphère. Si je modifie l'état de mon vecteur, donc si je change en quelque sorte les coefficients, mes amplitudes de probabilité, je vais changer la distribution de la probabilité des mesures que je vais faire sur le système dans son ensemble sans toucher la distribution de probabilité du système B. Et donc, tout le calcul quantique repose sur ce type d'opération. Et nous, l'intérêt qu'on va avoir dans les communications quantiques, c'est de distribuer ces paires de photos intriquées pour pouvoir faire des calculs distribués. Et le fait de séparer des calculateurs qui ont que quelques qubits, ça permet d'éviter la décohérence, parce que plus il y a de qubits, plus le système, en fait, les propriétés quantiques viennent à disparaître. La seconde propriété, c'est celle que j'ai mentionnée, c'est la non-localité, c'est-à-dire que les qubits peuvent être séparés d'une distance très grande, de telle sorte qu'il n'y a aucun... lorsque je fais une lecture, il n'y aura pas le temps d'avoir un signal d'information qui va informer Bob du résultat de ma mesure. Je saurai instantanément, fonction de la mesure que j'ai faite, le résultat de la mesure de Bob s'il fait sa mesure. L'autre propriété de l'intrication, ça c'est une propriété qui est très utilisée, qui va être très utilisée pour la sécurisation intrinsèque du réseau de communication quantique, c'est le fait que lorsqu'on intrigue deux paires, si une troisième paire, on ne peut pas venir insérer une troisième paire. Elle va casser l'intrication. Si on peut intriquer par contre plusieurs paires, on peut intriquer plusieurs particules. Si on intrique trois particules, pareil, si une quatrième particule veut venir s'insérer dans l'intrication, ça va créer des interférences, ça va détruire l'intrication et ça va être observé. Donc, l'intrication est un moyen de garantir une sécurité totalement intrinsèque vis-à-vis de l'écoute. L'autre propriété qui est importante, qui est utilisée aussi, donc un avantage pour la sécurité, c'est qu'on ne sait pas recopier des informations quantiques quelconques. Donc ça, c'est intéressant parce que si quelqu'un cherche à recopier le canal quantique, il ne pourra pas récupérer l'information parce qu'il ne pourra pas la copier. Par contre, ça a un inconvénient, c'est qu'on ne sait pas amplifier
le signal quantique. On ne sait pas faire, enfin, on va voir qu'il y a une méthode, mais on ne sait pas faire des répéteurs par recopie de contenu d'information. Avec ces propriétés-là, eh bien, on va s'en servir pour établir donc, des liens de communication quantiques. En fait, il y a deux approches pour établir des canaux de communication quantique. La première approche, c'est une approche qui n'utilise pas l'intrication, mais qui a été mise en place pour répondre à un service qui est partage de secrets. C'est une transmission directe de l'information quantique. Ça s'appelle préparer une mesure parce que le challenge c'est que depuis que Peter Shor a découvert un algorithme le jour où on aura des calculateurs quantiques, un algorithme qui est dans un temps polynomial, les chiffrements asymétriques. Or qu'il faut un temps exponentiel pour les calculateurs classiques, ça a lancé une course à ce qu'on mette en place l'usage de la physique quantique pour être capable de générer, de partager un secret qui pourrait être utilisé donc, pour faire du chiffrement et du chiffrement symétrique. Donc, le premier service qui est proche d'être opérationnel, c'est le chiffrement, c'est le service QKD qui est basé donc, sur une transmission de l'information quantique qui est préparée à mesure. Donc, préparée à mesure, ça veut dire qu'en fait, l'information qui est la suite de 0 et de nombres aléatoires, je l'encode dans un qubit quantique. Un qubit quantique, polarisation par exemple, horizontale, verticale, polarisation diagonale, pour profiter donc de la propriété de non-copie et de non-copie et aussi de détection que si quelqu'un écoute le canal, eh bien, ça va générer des erreurs, ça va générer du bruit et le protocole va me permettre de voir qu'il y a plus de bruit que de bruit qu'il y a naturellement sur la ligne de communication et c'est qu'il y a un espion et donc il y a quelqu'un qui cherche à espionner le protocole de partage de clés et il arrête le protocole de la génération de clés. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est limité sur la distance. Là, c'est quelques kilobits de clés qu'on peut générer. Les distances au niveau terrestre, c'est environ un peu plus d'une centaine de kilomètres. Et sur le satellite, c'est environ 1000 kilomètres. Donc, pour étendre la distance, on est obligé à passer par des relais spécifiques à l'application et donc des relais pour ce service-là, des relais de confiance, de propagation de clés. Donc, typiquement, l'exemple, on utilise donc l'échange quantique pour échanger une clé entre le sol et le satellite. Lorsqu'on passe devant une autre station, on échange une autre clé orange. Donc les deux clés sont contenues à bord du satellite. C'est le satellite qui fait le relais. Et après, par une liaison classique, il fait un XOR des clés pour l'envoyer au sol. Le sol a la connaissance de la clé jaune. Il peut la retirer et ainsi récupérer la clé bleue. Et c'est comme ça que l'échange de clés peut se faire. Et avec les satellites, on peut atteindre de ce fait le satellite défilant de très grandes distances dépassant les 1000 km. Par contre, l'étape future, c'est vraiment aller vers effectivement le réseau, parce que là, c'est surtout utilisé pour des communications point à point, c'est aller vraiment vers une dimension réseau, et donc vers un Internet quantique. Et là, la ressource qui est utilisée, c'est vraiment l'intrication. Et comme on a vu, il n'y a pas de répéteur, mais il y a une technique qui permet quand même de propager cette intrication. Et donc, la manière de propager cette intrication, c'est assez particulier, même assez magique. Donc là, il y a deux sources qui émettent simultanément une paire de photons intriqués. Là, il y a une autre source qui émet simultanément une paire de photons intriqués.
Et en fait, il y a un équipement. Bon, les paires de photoélectriques sont dans un état, un des quatre états de Bell, et il y a un équipement qui fait une mesure, en fait, qui projette l'état de Bell, et le fait de faire cette mesure détruit les deux paires d'intrications pour recréer l'intrication au niveau des particules d'extrémité, bien que ces particules ne se sont jamais rencontrées. Et c'est comme ça qu'on est capable de propager l'intrication. Alors, et donc ça, en quelque sorte, c'est comme ça qui se crée la liaison de données, l'équivalent de la liaison de données classique, c'est comme ça que se crée la liaison de données des communications quantiques. La particularité qu'il y a, c'est que là, il n'y a pas de notion de paquet, c'est purement physique. Le plan de données, la communication quantique, elle est purement physique. On ne sait pas faire de l'encapsulation comme on fait dans les réseaux classiques, comme on fait IP est encapsulé dans de l'Ethernet, qui est encapsulé dans une trame de la couche physique. Là, ça n'y est pas du tout, c'est absolument physique. Par contre, tout le plan de contrôle, le contrôle qui va permettre, parce que là, si on veut faire du bout en bout, qu'on a un réseau, mais il va falloir identifier quels sont les nœuds pour lesquels il va falloir appliquer, ça s'appelle l'étranglement swapping, cet étranglement swapping, en quelque sorte ce routage de l'intrication. Eh bien, ça passe par un plan de contrôle classique, par des protocoles, même on est en train de regarder des protocoles de routage classiques et de les adapter pour pouvoir utiliser, non pas à router des paquets IP, mais à router de l'intrication au niveau d'un réseau quantique. Après cette intrication, qu'est-ce qu'on va en faire? Pour sécuriser nativement, eh bien, en fait, on va utiliser un service qui est la téléportation. On va être capable de téléporter l'état du qubit, c'est-à-dire sans transférer le qubit par une opération de mesure, c'est uniquement des opérations de mesure, on est capable de téléporter, là c'est Alice qui a cet état qu'elle veut téléporter, juste par une opération de mesure. Le résultat de la mesure, on a besoin de la connaître. Là, l'autre côté, c'est la paire de la particule intriquée. Et fonction du résultat de la mesure que croit faire Alice, on a besoin quand même d'un réseau classique pour faire des opérations sur la paire du qubit intriqué pour la mener dans le même état que l'état de la source qu'on voulait téléporter. Et cette téléportation fait qu'il n'y a plus de support physique, et donc il n'y a plus personne qui peut intercepter et écouter le canal de communication. Et donc tous les calculs d'ordinateur sont basés sur cette téléportation. Et on est capable d'interconnecter des calculateurs. L'idée, c'est d'être capable, d'interconnecter des calculateurs quantiques basés sur cette téléportation, et donc d'interconnecter en fait des portes quantiques, qui est l'équivalent des portes logiques, mais des portes quantiques basées sur la téléportation. Si, une particularité, c'est que cette ressource d'intrication, elle est consommable, c'est-à-dire qu'il faut en générer régulièrement. La téléportation, elle mange une ressource, et le calcul quantique, comme c'est basé sur une lecture, la lecture détruit l'état, et donc à chaque fois, il faut régénérer régulièrement des paires de photons intriqués. Donc là, c'est les deux éléments de communication quantique qui sont à la base du futur Internet quantique. Maintenant, quels sont les usages? Dans le premier usage, qui est vraiment sur le point d'être commercialisé, où il y a le plus d'efforts, c'est vraiment là le partage de secrets et donc la cryptographie quantique. Après, ce qui est intéressant, il y en a deux autres usages, c'est la métrologie quantique, donc utiliser en quelque sorte l'intrication, ou alors le transport des états compressés de la lumière. Le fait d'avoir l'état compressé, ça permet d'avoir en fait une précision bien supérieure que la précision standard que l'on peut avoir. Et donc le réseau quantique va servir à transporter ces états
compressé. Et après, c'est effectivement l'interconnexion de calculateurs quantiques, mais avant l'interconnexion de calculateurs quantiques, il y a ce qui s'appelle le blind computing, c'est-à-dire le calcul à l'aveugle, qui est le calcul délégué. En quelque sorte, le cloud computing quantique, mais à la différence que là, il y aura un calculateur quantique avec quelques qubits qui, en fait, va pouvoir préparer et déléguer du traitement quantique et aveugle, parce que cloud quantique ne sait pas le calcul qui demande d'être réalisé. Et le fait d'interconnecter les calculateurs quantiques, ça permet de se prémunir du problème de décohérence, comme je le mentionnais tout à l'heure. C'est que une des difficultés, c'est qu'on veut augmenter le nombre de qubits, mais le fait d'augmenter le nombre de qubits, ça crée de la décohérence. Et donc, une manière de limiter la décohérence, c'est de répartir, de distribuer les calculateurs. Et le fait de distribuer les calculateurs, ça, c'est le volume, ça augmente la puissance en quelque sorte de calcul, parce qu'il y a moins d'erreurs. Et après, donc, après ces trois classes qui sont principalement identifiées de la cryptographie, le calcul quantique distribué et tout ce qui est synchronisation d'horloge, donc qui rentre dans la métrologie quantique, la porte ouverte et à l'imagination de nouveaux services et applications basées sur ce changement de paradigme. Alors, il y a une très forte compétition et il y a d'énormes projets au niveau international, dont énormément d'expérimentations, principalement d'expérimentations qui sont menées. Donc là, j'en ai extrait deux exemples. Le fameux exemple du projet chinois, MICUS, qui est un mini satellite de 650 kg en Léo, dont eux, ils ont démontré déjà pas mal de services. Là. Ils ont démontré la téléportation du sol, ils ont téléporté des qubits du sol vers le satellite. Ils ont démontré l'intrication, ils ont démontré le service de QKD. Avec les différentes publications. Il y en a beaucoup donc, qui s'intéressent à l'usage dans les nanosatellites. Bon, j'ai vu qu'il y avait Eric Ressel, là, mais je vois qu'il est parti, il était connecté, donc c'est lui qui est le porteur en France du projet NanoBob. Donc ça, c'est le projet de Singapour. Alors, Singapour, par contre, ils n'ont pas fait de lien Borsol. Toute l'expérimentation, la source et le récepteur étaient dans le nano-satellite. C'est l'étape future qui commenceront à le tester sur une liaison Borsol, mais on commence déjà à savoir faire des choses en quantique avec des nanosatellites. Après, ce que fait l'Europe, l'Europe investit énormément avec de gros budgets dans cette seconde révolution quantique. Il y a plus d'1 milliard d'euros dans un flagship. Les flagships, donc là, ils traitent un petit peu toutes les thématiques, toutes les technologies quantiques. Le flagship, c'est un petit peu l'équivalent des projets H2020. Mais en parallèle de ça, il y a aussi l'ambition et même le projet qui est en cours de définition de mettre en place une infrastructure à la fois terrestre et satellite, communication quantique, avec un premier objectif comme service, la cryptographie quantique, dont le QKD. Et donc, dans un premier temps, le QKD en transmission directe, en préparé-mesure, avec des relais de confiance, pour aller vers un QKD en intrication et pour aller, après bien plus tard, vers un Internet quantique. Et donc, on voit bien que c'est vers 2024 qu'ils estiment donc avoir un démonstrateur déjà et avoir un service quand même opérationnel vers les environs, en préparé-mesure, vers les environs de 2028.
et donc à la fois terrestre et satellite. Et au niveau de la partie satellite, c'est surtout l'ESA qui en a la charge avec le programme SAGA. Ce que l'on fait nous au CNES, comme l'a présenté Sandrine, dont on est soutien donc, à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, aux académiques, donc pour leur permettre d'acquérir la compétence pour faire face à cette compétition et répondre aux projets européens. Et on s'est mis par contre dans l'étape vraiment après le QK dans l'étape pour commencer à les préparer à ce qu'ils aient la technicité, à ce qu'ils aient le savoir-faire, à ce qu'ils aient la maîtrise de la réalisation du futur Internet quantique. Et donc, on a commencé à lancer donc, un sujet de R&D qui cherchait à regarder les fonctions que pouvait jouer le satellite. Est-ce qu'à bord, est-ce qu'il faut embarquer une sous-intrication? Est-ce que la sous-intrication est au sol? Quels sont les bilans de liaison? Et tout ça, ça a été fait en synergie avec Thales Alenia Space et les académiques qui ont quand même une forte en France, une forte compétence sur le sujet. Et donc, l'avenir d'un Internet quantique ne pourra pas passer quand même parce que là, pour pouvoir maîtriser la particularité de la distribution de l'intrication, sans mémoire quantique, il faudrait une synchronisation vraiment très difficile à atteindre et le satellite, notamment en LEO avec le mouvement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas atteindre. Et donc, une fois qu'on saura maîtriser le stockage des qubits quantiques, on saura plus facilement réaliser l'interconnexion par le satellite des réseaux quantiques terrestres, comme on fait dans le classique, l'interconnexion des réseaux classiques. Là, va se poser la question, est-ce qu'on continue en LEO? Peut-on monter avec les satellites géo, sachant que plus on monte, plus la distance et comme ce sont les photons un par un, donc de faible puissance, il y a énormément de pertes et dont les bilans d'ISO sont très faibles, ça veut dire qu'il faut des antennes de très grandes pas des antennes, des télescopes de très grande ouverture et dont il y aura des trade-offs à réaliser et, ou sinon si la possibilité d'embarquer, donc comme dans les réseaux classiques on regarde d'embarquer des routeurs, là ça sera d'embarquer des répéteurs quantiques. Et donc ça c'est vraiment le futur de l'internet quantique, donc des constellations de réseaux de nœuds pour créer des réseaux quantiques. Donc voici, ça c'était la conclusion. Bon, j'espère avoir brossé un petit peu. Bon, c'est vraiment en cours de construction. Oui, ça en est un petit peu comme ça en était les communications classiques où on démarrait avec l'échange de quelques kilobits, mais il y a énormément d'efforts et de budgets qui sont investis dedans et une très forte compétition. Merci beaucoup. Bon, je pense que c'est des choses qu'on ne comprend pas la première fois. Hein. Il faudra qu'on revienne sur ces notions-là à un moment ou à un autre, hein. Parce que c'est très, très non intuitif souvent. Et donc, c'est difficile de s'en rendre compte. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était un effort important de parler de ça aussi bien. Merci encore. Hein.